Donc, pour présenter cette séance, j'ai eu envie de partir des histoires, de dire qu'en ce moment, on est dans de forts conflits de valeurs, conflits d'urgence, conflits de toutes sortes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Moi, je suis habituée à prendre ces questions-là du point de vue du travail et on entend beaucoup parler dans le travail de la grande démission qui, notamment aux États-Unis, on parle beaucoup de démission, des gens qui se désengagent de leur travail, qui ne viennent plus au travail, qui quittent leur travail. En fait, Yann Moulier-Bouton vient d'écrire un texte qui s'appelle « La lune de la grande démission, le doigt de la valeur travail », qui est une question très, très actuelle en ce moment. Et il nous explique qu'aujourd'hui, en France aussi, on est dans une espèce de grande démission, puisqu'on est à 2,7% de démission en France au premier trimestre 2022. C'est au plus haut depuis la crise financière de 2008-2009, mais en fait, cela reste déjà en deçà des niveaux qu'il avait atteints juste avant, en début 2008, ce qui était de 2,9%. La démission était de 2,9% début 2008. Pourquoi c'est pas si fort que ça, finalement, après cette crise Covid? Eh bien, premièrement, c'est parce qu'il y a des réembauches très, très rapides. Pourquoi il y a des réembauches très rapides? Parce que, du coup, les employeurs vont aller changer les conditions de travail. Ils vont faire des concessions sur les conditions, l'organisation, le télétravail, ils vont changer des formes de contrat d'embauche. Ça, c'est la première raison qui fait que le chiffre n'est pas si fort que ça. La deuxième question, c'est ce qu'on appelle le quiet quitting, la démission silencieuse. Ce sont des personnes qui, au sein de leur milieu de travail, vont se désengager. Il appelle l'auto-limitation silencieuse dans la prestation de travail. Et aujourd'hui, je pense qu'on va ouvrir un troisième axe que j'appellerais plutôt un engagement, un plus d'engagement au sein du milieu de travail. Puisqu'on va voir comment dans nos milieux d'enseignement supérieur et de recherche, on peut essayer d'aller chercher, d'agir sur nos modes de vie, sur nos modes de travail et au travers de nos modes d'enseignement et de recherche. Donc aujourd'hui, en informatique, on va se poser la question, est-ce qu'en informatique, on a plus ou moins de leviers d'action sur ces questions-là? Et donc, on va commencer par... on accueille aujourd'hui deux... non, je vais commencer par présenter directement Stéphane. Donc, on va commencer par la première présentation par Stéphane Crozat, qui est enseignant-chercheur à l'Université technologique de Compiègne, et qui va nous parler de low-tech, la low-technicisation, une piste pour concilier technologie et transition, ou notamment raconter ses propres expériences en enseignement et en recherche. Stéphane, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de la question de la low-technicisation telle que, bien notamment, on l'aborde à l'Université technologique de Compiègne en lien avec l'enseignement et la recherche. Donc je vais procéder dans les 5 temps qui sont affichés là. D'abord, poser un petit peu la problématique, ensuite vous expliquer ce que j'entends, ce qu'on entend par low-technicisation, ensuite faire un petit détour par l'application qu'on en fait en ce moment dans le domaine de l'enseignement, celle qu'on est juste en train de démarrer dans le domaine de la recherche, et puis selon le temps qui reste, une petite conclusion. Alors sur ce premier transparent, j'ai noté cette phrase, allons-nous, chercheuses et chercheurs, continuer, enseignantes, enseignants, à participer à étendre le système de production capitaliste et son emprise sur les humains et leur environnement, ou allons-nous explorer d'autres voies? C'est aujourd'hui une question qui se pose à un certain nombre d'entre nous. En fait, elle se pose à peu près à tout le monde, mais un certain nombre d'entre nous se la pose explicitement. Donc c'est un petit peu ce que je vous propose de traiter pendant cette présentation. Donc je vais essayer de tenir je profite pour regarder le temps. Je vais essayer de tenir donc une trentaine de minutes. Il y a des aspects sur lesquels je passerai rapidement, mais bien entendu, vous serez libre de me demander d'y revenir pendant la phase de questions. Première chose que je vais vous proposer de mobiliser, c'est la notion de redirection, donc que j'emprunte à Alexandre Monin et ses collègues. L'idée qui est proposée, c'est de dire que, eh bien, ce que suggère Alexandre Monin, c'est d'entamer une redirection qui l'oppose donc à une rupture, une révolution,
Là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, on voit bien les problèmes que cela poserait. Et également à une logique de réforme qu'un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, de personnes en général, considèrent comme largement insuffisante, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où la réforme permet de modifier et d'inverser la tendance. Donc d'où cette idée de redirection, c'est-à-dire, on va essayer de l'approfondir un tout petit peu, mais faire un changement assez radical dans les objectifs que l'on poursuit à travers notre activité. Donc il s'agit bien de poursuivre notre activité, on n'est pas dans une logique de démission, on n'est pas dans une logique d'abandon de notre fonction de recherche, mais on est dans une logique de redirection des objectifs. Donc typiquement, pour faire très court, je vais y revenir, mais passer d'un côté de la croissance économique à d'autres critères qui pourraient être par exemple la sobriété, la convivialité. Alors, un argument en faveur de la redirection en tant qu'enseignant-chercheur, que je propose, vous serez bien sûr, c'est une hypothèse, là, une proposition que vous serez libre de discuter, mais on est un corps de métier relativement protégé. Alors, pas parfaitement protégé, mais on est quand même dans un corps de métier aujourd'hui qui nous permet de faire des choix beaucoup plus fortement que dans d'autres. On a du pouvoir pour faire cela, c'est-à-dire qu'on a un certain pouvoir sur l'enseignement. On n'a pas un programme descendant qui nous impose des choses et on a du pouvoir sur la définition de nos propres programmes et travaux de recherche. Et puis, officiellement, eh bien, c'est bien notre fonction qu'après tout, chercher, expérimenter, explorer de nouvelles voies. Donc, on n'est pas dans, on ne serait pas ici dans une posture qui serait contradictoire avec... cet objet m'ennuie un petit peu. Il a tendance à fonctionner quand il veut. Je continue, je le garde. Ouais, j'ai vu au regard qu'il n'était pas question que je m'en sépare. Je continue donc. Voilà. Donc c'est bien notre fonction de chercher, expérimenter. Donc on ne triche pas en quelque sorte avec la mission qui est la nôtre en faisant cela, selon moi. Je vais vous proposer une autre, toujours en guise d'introduction de la problématique, d'emprunter ici à Xavier Guichet. Et d'insister sur quelque chose qu'on commence à admettre aujourd'hui, mais qui longtemps, je pense, a été une barrière à nos modes de réflexion et à nos prises de recul sur la technologie, c'est que la technique et la science ne sont pas neutres et qu'elles embarquent des valeurs. Alors, c'est quelques propositions que je vous pose très rapidement, mais encore une fois, je vous invite notamment à approfondir le livre de Xavier Guichet, donc du soin dans la technique, si vous le souhaitez. L'idée est que ces valeurs sont soit des propriétés explicites, donc des choix politiques que l'on matérialise volontairement dans la conception. Par exemple, c'est ce que l'on fait lorsqu'on met en place de la vidéosurveillance. On décide à ce moment-là, il y a des choix politiques qui sont explicites. Ça peut être également des choix implicites. Bien, par exemple, typiquement, on peut prendre l'exemple du nucléaire. Indépendamment du choix du nucléaire, eh bien, ça exige une certaine centralisation, certains contrôles au niveau étatique parce qu'on a ici des dispositifs dangereux. Il y a également la question, donc la technique n'est pas neutre de par le solutionnisme, c'est-à-dire que la façon dont les chercheurs vont poser les questions eh bien, va être liée, enfin, va souvent chercher, dont les chercheurs en technologie vont poser les questions, va souvent être liée au fait, eh bien, justement, de rendre prégnant la dimension technique et par conséquent, masquer les aspects qui le sont moins. Donc, par exemple, c'est le cas de la voiture électrique, en posant le problème de la consommation de carburant fossile et en le remplaçant par une autre source d'énergie. Eh bien, on ne remet pas en cause la logique de transport et d'infrastructure qui est liée à la voiture. Ça permet de ne pas le faire. Deux autres points également qui sont assez intéressants. Le fait que toute technique reconfigure le champ de perception des humains. Donc c'est le cas typiquement de ce mot qu'on a longtemps utilisé de dématérialisation. On voit bien ici avec mon micro que la dimension matérielle pourtant est tout à fait présente. Mais effectivement, voilà, toute cette idée que le numérique typiquement serait quelque chose d'immatériel, eh bien reconfigure le rapport moral que l'on va avoir avec ces techniques. Et puis un autre point également qui est assez important, c'est les modes de production. Là pour le coup, je trouve qu'un exemple emblématique, c'est le smartphone, c'est-à-dire que derrière cet objet que l'on tient dans la main et qui en lui-même ne pose pas évidemment de problème direct, eh bien il y a tout un tas de questions sociales et environnementales qui sont accrochées en quelque sorte de façon invisible à cet objet et donc qui sont fondamentalement pas neutres.
il y a une dimension de choix qui me paraît également importante, que j'illustre ici, où j'instrumente à travers cette représentation. Donc l'ADEME a sorti un document que je trouve très intéressant justement par rapport à cette problématique, qui s'appelle Transition 2050, et qui nous propose 4 grands scénarios qui ont tous la particularité d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc les 4 scénarios arrivent au même résultat. Bien sûr, c'est de la projection, de la prospective, donc évidemment ils arrivent au résultat sous réserve que ça se passe comme on a prévu que ça se passe, hein, ce qui n'est jamais le cas. Mais peu importe, l'exercice de simulation en lui-même, il me paraît extrêmement intéressant parce qu'il fait apparaître des choix. Le scénario S4 de l'ADEME, celui qui ici, que j'ai mis du côté du technosolutionnisme, fondamentalement correspond à peu près à la trajectoire que l'on est en train d'adopter, qui consiste, pour faire simple, à maintenir l'essentiel de nos modes de vie et de consommation, et à investir massivement, notamment sur la recherche, l'innovation technique, pour faire en sorte, le numérique, ici, pour faire en sorte que l'on trouve les solutions techniques aux problèmes qui sont posés actuellement. Captation du carbone, géo-ingénierie, substitution ou restauration des écosystèmes, etc., etc. Et puis à l'opposé, je ne vais pas vous faire tout le détail de ça, hein, pareil, c'est un document intéressant, si vous ne le connaissiez pas, je vous invite vraiment à aller l'explorer. Et bien à l'inverse de ça, à l'opposé de ça, côté low-technicisation, il y a un scénario S1 qui s'appelle Génération frugale, qui lui, donc le premier s'appelait Paris réparateur, hein, vous aurez noté le Paris. Ici, il y a aussi une dimension de Paris, mais là, on va miser au contraire sur une modification assez importante des modes de vie. Par exemple, hein, on peut prendre quelques exemples, mais que ce soit au niveau de la façon de s'alimenter, de se déplacer, donc en réduisant la mobilité. Hein, on n'est pas ici en train de dire on va se déplacer comme avant, mais simplement avec des véhicules qui consomment moins. On acte le fait qu'il n'est pas possible dans ce scénario-là de se déplacer autant. Autre paramètre qui peut être international, ce qui se voit aussi avec l'international, et autre paramètre qui peut être intéressant sur le maintien des data centers, c'est-à-dire on ne renonce pas ici au numérique, mais on renonce à l'explosion du numérique. Alors je pourrais passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais si vous avez envie, on pourra y revenir. Alors la proposition que l'on a faite, donc on va dire, hein, si on fait le lien avec avant pour se caler un peu du côté scénario S1, donc que l'on a appelé low-technicisation, elle tient globalement dans ce schéma, mais l'idée c'est que, eh bien, un des enjeux c'est de redonner de la place et de l'importance dans les dispositifs que l'on va concevoir aux activités humaines et aux milieux naturels par rapport aux dispositifs techniques et de jouer eh bien, sur 2 indicateurs, 2 paramètres dans nos logiques de conception, donc qui ne seront pas la croissance du PIB ou le progrès technique pour le progrès technique, mais d'essayer de jouer sur la soutenabilité, donc le fait de démontrer que ce que l'on fait eh bien, a un impact à minima neutre et idéalement positif sur les milieux naturels, et sur la convivialité, c'est-à-dire montrer également que les technologies eh bien, vont pas réduire l'autonomie et la capacité de choix des autres êtres humains. Pour ça, donc, au sein de cette méthode de conception, on essaie de jouer sur 3 axes. Le premier en haut, c'est l'axe d'optimisation, c'est celui qui est bien connu. J'aurais peut-être dû préciser ça avant, hein. C'est quelque chose notamment que aujourd'hui je suis en train d'expérimenter dans un cours dans une école d'ingénieurs, donc d'où ce regard un peu fort là sur la conception des objets techniques. Donc le premier point d'optimisation, c'est quelque chose de classique, de traditionnel que les ingénieurs connaissent. Il s'agit de mesurer l'impact de ce que l'on fait, quels qu'en soient les indicateurs, et puis d'en améliorer le rendement, la rentabilité. Donc je laisse un petit peu de côté parce qu'il est relativement classique. Et l'idée donc c'est en plus de ce terme-là, qui évidemment garde du sens, bien qu'on ait changé les indicateurs sur lesquels on travaille, eh bien on va essayer de jouer sur 2 autres paramètres que sont donc l'imagination et l'alerte. L'idée de l'imagination, c'est de se projeter et de s'autoriser à se projeter dans d'autres modes de vie. Et l'idée de l'alerte, c'est s'autoriser à construire des dispositifs qui peuvent changer notre regard, et notamment, encore une fois, en lien avec le politique, changer les possibilités de choix que l'on pourrait faire collectivement. Pareil, ça peut paraître un peu abstrait, hein, mais par exemple, si vous êtes capable, je reste dans le domaine des véhicules
parce que j'ai ça en tête, mais on pourrait trouver des exemples avec le numérique. Mais si on est capable de démontrer eh bien qu'un véhicule de moins de 200 kg et qui consomme moins de 1 litre ou équivalent au 100 km/h permet de rendre 80 ou 90% des services que l'on attend fondamentalement de lui, eh bien on a fait quelque part une démonstration que politiquement on peut faire un autre choix que ceux qui sont faits à un instant T. Donc de ce point de vue-là, la conception technique joue bien un rôle dans la possibilité, dans la dimension politique. Alors concrètement, d'un point de vue méthodologique, je vais vous donner quelques éléments complémentaires sur ce qu'on en fait en cours, mais on a quelque chose de relativement traditionnel, avec donc des cycles de type état de l'art, idéation, maquettage. Et là, par contre, on va faire quelque chose d'un peu plus original, je vais y revenir tout de suite, évaluation, et autre chose également de un peu plus original, publication. Alors, l'idée de la phase d'évaluation, c'est qu'on va passer du temps, et on va essayer de passer beaucoup de temps dans la construction du projet, à faire ce qu'on appelle une auto-évaluation réflexive a priori, c'est-à-dire prendre le temps d'essayer de se forcer à se poser des questions avec des outils méthodologiques pour ça, qui vont nous permettre a priori eh bien, d'anticiper ce que vont produire nos techniques. Alors évidemment, ça va être faux et évidemment, on va se tromper. C'est impossible de faire ce travail de façon rigoureuse et de se dire « Ok, j'ai construit un dispositif et je sais qu'il va produire ça ». L'idée ici, c'est néanmoins de se poser les questions, de les formaliser, de les objectiver, parce qu'assez souvent, on ne fait même pas cet exercice-là, et du coup, en ne faisant pas cet exercice-là, ben, en quelque sorte, on ne repère même pas qu'il y a un décalage et qu'on a pu faire des erreurs dans la conception des objets entre ce que l'on a créé et ce que ça a produit comme effet à la fin. Et puis, le dernier aspect de publication, il va un peu dans ce sens également, c'est-à-dire que ce que l'on a construit et l'évaluation qu'on a objectivée, mais on va la publier au sens scientifique du terme, on va la rendre publique de telle façon qu'elle puisse être partagée, discutée et du coup éventuellement réfutée par d'autres personnes. Alors, quelques petits exemples autour de ça, hein, l'évaluation. On peut aller voir du côté de Gauthier Roussille qui a fait un travail notamment autour du numérique assez intéressant, enfin très intéressant de mon point de vue. Et je cite notamment, il avait encore même un quatrième point ici que j'ai pas mis, mais le fait de se poser la question des effets directs. Typiquement, eh bien, si vous faites de la recherche, vous vous déplacez en avion, donc vous avez un impact direct de votre recherche, ici par exemple sur les indicateurs de réchauffement climatique par le simple fait que vous prenez l'avion, hein, ou si vous imprimez du papier, ou vous faites tourner des ordinateurs, etc. Donc tout ça, c'est des effets directs. Mais en fait, donc ça, c'est assez souvent hein, ce que l'on commence aujourd'hui à prendre en compte. Hein, il faut le faire, hein, bien entendu, mais c'est très largement insuffisant. Et il y a notamment des effets indirects. Donc on a souvent entendu parler hein, des effets rebonds. Donc par exemple, la numérisation va permettre d'économiser du papier, mais en fait, elle facilite aussi l'impression, donc in fine, eh bien, cette économie attendue ne se produit pas. Il y a d'autres effets hein, de substitution, il y a aussi des effets positifs d'efficacité, bien entendu. Et il mentionne également des effets de troisième ordre, je lis la citation, « Cela concerne les changements des motifs de production et de consommation au-delà du service étudié, que ces changements opèrent dans des services adjacents d'autres secteurs économiques ou transforment des schémas sociaux et culturels. » Donc ça veut dire que, bien, par exemple, si on travaille sur l'intelligence artificielle, eh bien, on va modifier plein de choses. Il y a une dimension tout à fait systémique et à un moment objectivement imprévisible de ce qui est produit. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est imprévisible au sens où on ne peut pas arriver à faire une bonne prédiction, eh bien qu'il faut pas essayer de l'évaluer et au contraire de l'évaluer en permanence pour avoir des retours sur ce qui est en train d'être produit et pouvoir prendre des décisions, comme par exemple la décision qu'on avait tout à l'heure de ne pas faire. Voilà, donc ce que je peux résumer ou donner à travers l'auto-évaluation réflexive a priori. Donc mesurer, bien sûr, faire des analyses de cycle de vie, mesurer les effets directs, mais accepter les limites de cette évaluation quantitative, c'est-à-dire accepter qu'il faut mesurer, mais que cette mesure ne nous donne pas l'ensemble des arguments et des indicateurs dont on a besoin. Expliciter honnêtement ses choix de valeur, j'emprunte à nouveau à Xavier Guchet, c'est-à-dire voilà, avoir l'honnêteté de dire pourquoi on fait les choses et ce que l'on espère qu'elles vont produire. Explorer donc a priori et chemin faisant ce que la technique va reconfigurer. Donc j'ai cité les effets indirects de Gauthier Roussille et on peut citer également le concept d'empreinte fantôme de Guillaume Carnino. Et puis je l'ai dit, donc publier
sous des licences qui permettent le réusage et le repartage de ce qui est produit, donc partager au sens des communs, et puis eh bien, trouver un moyen de recevoir la critique sur ces sujets. Alors, donc je vais à présent illustrer ce que j'ai dit dans le domaine de l'enseignement puis de la recherche, enfin surtout là dans le domaine de l'enseignement. Donc dans le domaine de l'enseignement, donc on a un cours Le technicisation et numérique qui va s'ouvrir à l'UTC d'ici 15 jours, qui a déjà été joué sous d'autres formes depuis à peu près 2 ans. On a un label ingénierie soutenable, etc., également à l'UTC. Donc c'est un sujet que l'on travaille depuis 2-3 ans. Premier point que je voulais mentionner, c'est qu'on bénéficie, et à mon sens c'est vraiment un gain, un bénéfice de la dynamique étudiante autour de ces sujets, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont demandeurs, qui nous réclament des choses qui vont en ce sens. Et donc pour nous, il y a, je trouve, un enjeu assez intéressant à travailler sur ces domaines avec eux, notamment parce que eh bien, ce seront les acteurs et les actrices du monde socio-économique d'ici peu de temps. Et eh bien, ma foi, si on arrive à leur transmettre ou même à construire avec eux un certain nombre de choses, eh bien, ils pourront s'en emparer. Donc voilà, je vous l'ai dit, il y a différents espaces qu'on est en train d'ouvrir à l'Université technologique de Compiègne. Donc un espace conceptualisé, on essaye plus de réfléchir au concept, comme son nom l'indique. On a commencé à travailler également sur les trajectoires, c'est-à-dire se poser la question de ce que l'on fait une fois qu'on a terminé ses études. Et puis également de projets, c'est-à-dire de choses que l'on peut faire pendant ses études avec des acteurs socio-économiques, notamment sur le territoire. Alors donc l'UV, l'eau-technicisation et numérique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on pourra en discuter ensuite si vous voulez pendant la phase de discussion, mais l'idée est de faire, enfin, comme je vous l'ai montré juste avant, est de faire travailler les étudiants sur des projets qui vont consister à imaginer un ordinateur qui dure 50 ans, imaginer des réseaux, par exemple informatiques, qui seraient résilients aux coupures d'électricité, imaginer des outils de conception dans le domaine de la mécanique, qui embarquent eux-mêmes des valeurs ou des modes d'aide à la conception qui vont être low-technicisants, etc., etc. Je capitalise petit à petit tout ce qu'on est en train de faire sur le site lonum.fr, donc si vous avez envie d'y jeter un œil, surtout d'ici quelques semaines, eh bien, j'y poserai notamment les ateliers. On essaie de faire aussi un certain nombre d'ateliers pour matérialiser, prendre conscience un peu de ces éléments-là. Par exemple, autour des scénarios de l'ADEME, où on a un autre atelier qui s'appelle Life Fun, dans lequel on essaye de se projeter sur des usages, sur des types de téléphones assez différents de ceux qu'on est habitué à manipuler. Donc ça, c'était pour la partie enseignement. Je suis passé très très vite. Voilà, je garde peut-être pour la discussion si vous avez envie de poser des questions concrètes sur ce qu'on fait, comment, pourquoi. Mais je ne savais pas forcément exactement sur quoi faire le focus et voilà, donc j'ai décidé de le faire sur rien. Deuxième partie sur la recherche. Je suis parti d'une émission de science-fiction de Mediapart que je vais citer juste après, mais qui elle-même repartait de la conférence d'Alexandre Grothendieck de 72. Alors je l'ai juste repris un peu, si vous connaissez déjà cette conférence, je ne vais pas m'y étendre. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous inviter à aller la regarder. Mais le début qui est repris ici me paraît particulièrement intéressant, l'ensemble est intéressant. Donc à la question « Pourquoi faisons-nous de la recherche ?» Eh bien, Grothendieck s'étonne quasiment dès le début de la conférence en disant « La chose extraordinaire est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. » Et donc, si vous-même, vous êtes chercheur ou chercheuse, vous pouvez jouer à vous demander à vous-même d'abord pour commencer, puis à demander à vos collègues « Tiens, au fait, pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche ?» Et en fait, on verra que cette réponse n'est pas si évidente. Et du coup, un peu plus loin, cette phrase arrive qu'il fait l'hypothèse que la production scientifique, comme n'importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, dit-il, est considérée comme un impératif en soi. On fait de la recherche scientifique parce que faut bien faire de la recherche scientifique, quoi. Voilà. Alors qu'effectivement, poser la question me paraît assez essentiel. L'émission que je citais, donc invité Graner et Stengers, Isabelle Stengers. Donc à partir de maintenant, là, les 2-3 slides qui viennent vont reprendre essentiellement leurs propos. Premier point qui me paraissait intéressant, c'était le lien entre recherche et croissance, donc qui était vraiment mis en évidence. Les partenaires privés, les entreprises sont partie prenante dans la définition des recherches aujourd'hui. La recherche est financée parce que la recherche est un moteur de croissance. On accepte d'investir dans notre société massivement dans la recherche parce qu'elle est un moteur de la croissance. Et donc, in fine, la recherche ne se fait pas au nom d'un projet de société, mais au nom de la croissance en tant que telle.
quelle qu'elle soit, et effectivement, les auteurs le précisent, Isabelle Stengers à ce moment-là, in fine, la croissance de n'importe quoi, voire même de la croissance supposée, de la croissance financière, une sorte de croissance abstraite. Dans tous les cas, tant qu'il y a croissance, eh bien, c'est ça qui justifie la recherche. Alors, on pourrait se poser la question de continuer à faire de la recherche. C'était la question qui était posée par Grossendick et qui est également posée dans le cadre de cette émission. Alors, de mon point de vue, et cette phrase-là, néanmoins, je la reprends de l'émission, donc je crois que c'est encore une fois Isabelle Stengers qui disait ça, mais les problèmes aujourd'hui, en 2022, les problèmes environnementaux ne vont pas ou plus s'arrêter parce qu'on arrête d'y penser ou parce qu'on regarde ailleurs. C'est-à-dire que même si on avait un bouton où on arrêtait à peu près tout, en fait, il y a un certain nombre de cycles qui sont enclenchés, qui fait que de toute façon, un grand nombre de problèmes vont se produire. Donc de ce point de vue-là, à mon sens, ça a du sens de continuer à chercher, voire même, c'est un héritage, au sens d'Alexandre Monin, j'aime bien ce concept qu'il nous a proposé, en disant que la question est moins de se demander si finalement on a bien fait de faire ce qu'on avait fait jusque-là, si c'était de la faute de nos parents, de nos grands-parents, ou voilà, mais de considérer qu'on était un certain état des lieux, avec un certain nombre de paramètres, un certain nombre de choses qui vont se produire aujourd'hui, eh bien, il nous suggère d'en hériter, c'est-à-dire d'accepter cet héritage, de le prendre avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs, et à partir de là, eh bien, de rentrer dans une logique de gestion de cet héritage, alors que lui couple avec une notion de fermeture, c'est-à-dire en disant, voilà, à partir de là, il y a un certain nombre de technologies qu'il faut arrêter d'utiliser, dont il faut se débarrasser, mais c'est un projet de faire ça. C'est pas, on va pas claquer des doigts ou décider du jour au lendemain que les avions doivent rester au sol, on doit faire un projet, si on veut fermer l'aviation, par exemple. Eh bien, on doit faire un projet pour mener à ça qui consiste à substituer, faire en sorte que les gens aient d'autres activités, récupérer les matériaux, etc. etc. Quelques pistes à suivre. Là, voilà que je vous livre un peu en ouverture, hein, mais pareil, largement à discuter. Mais en tout cas, j'ai insisté beaucoup, à mon avis, il y a une notion d'évaluation qui est fondamentalement à revoir par rapport à nos modes de fonctionnement. La recherche est bien sûr évaluée, les chercheurs s'évaluent les uns avec les autres, mais ils s'évaluent au regard des critères essentiellement de leur propre recherche. C'est-à-dire qu'on évalue notre recherche par rapport à l'avancée de notre recherche. Donc ça c'est très bien, ça a tout à fait son sens dans la démarche scientifique, mais par contre on ne fait pas cette évaluation, encore une fois par rapport au projet de société que notre recherche devrait chercher à alimenter. C'est toujours une sorte d'implicite. Voilà, ça reboucle un peu avec ce que je disais, mais on fait une recherche, donc ça va forcément servir à des trucs bien. Et voilà, on a à peu près fini. Je caricature, bien sûr, mais il y a un peu de ça. Isabelle Stengers insiste beaucoup sur la notion d'imagination et sur le penser au-delà. Ça va un petit peu avec ce que je viens de dire, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de penser au-delà de sa discipline, de son domaine, de ce que l'on fait tous les jours. Ce qui suppose également, il y a un lien de prendre le temps, hein, de changer aussi le rapport au temps de la recherche. Et ça fait encore un lien, je n'avais pas vu que ça s'articulait aussi bien, maintenant je le fais à l'oral, ça ressort particulièrement. Se prendre le temps permet aussi une action démocratique, c'est-à-dire à un moment que les chercheurs, encore une fois, définissent les objets de recherche et s'évaluent entre eux a du sens. En revanche, les citoyens devraient avoir leur mot à dire sur le type de recherche que l'on mène. On décide aujourd'hui, par exemple, d'investir plusieurs dizaines de milliards au niveau mondial dans la recherche en intelligence artificielle. On pourrait décider, au niveau mondial, on ne sait pas trop comment faire, mais disons, peu importe que ce soit au niveau étatique ou européen, on pourrait décider à la place ou à moitié d'investir autant de milliards plutôt dans d'autres modes d'agriculture, par exemple. Ça, à un moment, c'est pas un choix scientifique. Dans les deux cas, on peut faire des avancées. Dans les deux cas, on peut découvrir des choses. C'est bien un choix, à un moment, démocratique de l'ordre de ce qui devrait être, dont la population devrait être partie prenante, et pas seulement les chercheurs ou les industriels qui les financent ou les cofinancent. Alors, je vous présente des grands principes, des grandes idées. Comment on va essayer de bricoler ça à l'UTC? On a créé un collectif low-tech, donc peut-être un point important, c'est qu'on on assume ce terme qui n'est pas facile à entrer et à faire accepter dans une école d'ingénieurs, avec des enseignants, des chercheurs, je ne les ai même pas mis, mais également des étudiants et des étudiants, des anciens également. Voilà, et donc le reste, j'ai cité déjà, je me demande même si je n'ai pas déjà ce transparent qui est passé. J'ai un petit... Pour conclure, voilà, je vous expose juste, du coup, je vous ai dit que
j'étais parti un petit peu de façon théorique, en fait je refinis de façon un peu théorique. Mais évidemment, ce que j'expose là aujourd'hui, ce sont, pour ça que je l'ai présenté au départ comme ça, des pistes, des hypothèses, des propositions qui peuvent être soumises à la discussion. On n'est absolument pas en état de vous dire aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on mène de la recherche comme ça à l'UTC, c'est génial, ça marche. On n'en est absolument pas là, on en est à commencer à construire de nouvelles choses et espérer que, effectivement, dans quelques années, ça produise des effets. Xavier Guchet, pour conclure avec lui, nous propose un carré du soin. Donc soin ici en sens de, encore une fois, d'entendre de soin couplé avec la technique. Voilà, et que j'ai synthétisé comme ça, j'espère pas trop maladroitement. Mais donc le fait de rechercher la connaissance, ce qu'on pourrait associer une sorte de littératie technique, même les chercheurs ou les ingénieurs qui construisent des objets, c'est d'autant plus, enfin c'est en tout cas vrai en informatique, qui est un domaine que je connais, dans d'autres peut-être moins, mais sont tout à fait capables de construire des objets extrêmement complexes, in fine, dont personne ne maîtrise vraiment le mode de fonctionnement. Chacun a participé à des bouts, bien sûr certains ont une vision à peu près globale, etc. Mais on ne va pas prendre le temps de vraiment chercher à comprendre comment ça marche, ce que ça peut produire comme effet, etc. Il est plus rapide de construire des trucs et de voir un peu ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, que de vraiment se mettre dans une démarche un peu plus rationnelle d'anticipation de ce qui est produit. Ce qui va avec le deuxième point, expliquer rationnellement, c'est-à-dire pas seulement faire des objets, mais être capable de tenir un discours rationnel sur les objets que l'on a construits, et dans l'objectif de susciter le débat, et non pas dans l'objectif d'avoir raison, ou dans l'objectif de les vendre uniquement, ce qui est quand même essentiellement aussi aujourd'hui la façon dont fonctionne l'industrie informatique. On construit des objets, on ne cherche pas à expliquer comment ça fonctionne, et on ne cherche absolument pas à susciter particulièrement le débat autour de ces objets. Et puis le deuxième point, qui est peut-être voilà, un peu moins... donc ce serait révolutionnaire de le faire, c'est pas vraiment révolutionnaire de le dire aujourd'hui, mais donc insérer les dispositifs dans la nature et notamment assumer la complexité. Et ça c'est difficile parce que c'est notamment en contradiction avec ce que j'ai dit avant, il y a une tension ici, pas forcément une contradiction mais une tension, c'est-à-dire que le expliquer rationnellement achoppe nécessairement sur la complexité des objets que l'on produit et de leurs conséquences, mais c'est pas parce qu'on a une tension, je pense qu'il faut ne pas la traiter, au contraire. Et puis considérer évidemment les utilisateurs, les humains, et au sens large, pas seulement ceux qui sont en prise directe, mais comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, de façon indirecte. Voilà. Et je termine juste sur cette belle image de David Revoy, juste parce qu'elle est belle. Merci beaucoup merci à vous.